Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ce qui s'est passé hier soir au conseil d'administration d'Engie est une honte. C'est une honte car pour la première fois dans l'histoire de notre pays, l'État, premier actionnaire d'une entreprise, fleuron industriel autrefois public, a été mis en minorité par le conseil d'administration d'Engie. Pensez-vous que quiconque aurait osé faire subir une telle humiliation au général de Gaulle, à Georges Pompidou ou à François Mitterrand? Avec ce conseil d'administration, c'est l'État qui a été humilié, et donc nous toutes et tous. Or, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, c'est vous qui portez la responsabilité, avec le Président de la République, de faire en sorte que l'État soit respecté. Faire respecter l'État, c'est donner une ligne claire sur la stratégie d'un groupe industriel dont il est le premier actionnaire. Vous avez dit soutenir l'opération Veolia, votre ministre de l'économie et des finances a dit le contraire. Faire respecter l'État, c'est protéger l'argent des Français et mettre des contreparties au soutien qu'il donne. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, vous êtes moins disant que le gouvernement libéral des Pays-Bas qui demande que des contreparties soient proposées lorsqu'il donne son soutien. Faire respecter l'État, c'est empêcher les démantèlements à l'œuvre opérés par certains grands groupes internationaux, comme par exemple ce que nous craignons aujourd'hui avec Honeywell à l'usine de Laguépi. Je vous demande donc une seule chose, Monsieur le Premier ministre. Faites respecter l'État par cette frange du capitalisme qui ne vous respecte plus. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Justice, par un arrêt de janvier 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné sévèrement la France pour les conditions inhumaines et dégradantes de ses établissements pénitentiaires et le non-respect du droit à un recours effectif. D'autres requêtes sont pendantes. La Cour de cassation a depuis jugé que les conditions indignes d'accueil pouvaient faire obstacle à la poursuite de la détention. Et le 2 octobre 2020, c'est le Conseil constitutionnel qui a exigé du Parlement, d'ici le 1er mars 2021, une loi permettant la libération des personnes placées en détention provisoire dans des conditions indignes. C'est un moment du droit important pour nous, toutes et tous, qui, au nom du principe de dignité, dénonçons depuis des années la surpopulation carcérale. Et je crois que dans un autre temps, vous en étiez, Monsieur le ministre. Le respect du principe de dignité nous est ainsi sévèrement rappelé. Il nous faut agir sur tous les fronts, par décence et humanité. La surpopulation carcérale n'est pas une fatalité. Les dispositions mises en place dans le cadre de la crise sanitaire ont montré leur efficacité et combien le travail du personnel de surveillance et d'insertion s'en trouvait d'ailleurs amélioré. Alors, deux questions, Monsieur le ministre. Envisagez-vous de maintenir, voire d'amplifier le dispositif mis en place sous le contrôle du juge dans le cadre de l'état d'urgence, permettant d'agir sur la surpopulation carcérale? Et ma deuxième question, par ailleurs, pouvez-vous nous dire combien de nouvelles places sont attendues à l'horizon de mars 2021 dans le cadre du plan immobilier des prisons? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. J'associe bien volontiers à ma question Régis Juanico, député de la Loire. Monsieur le ministre, les entreprises, notamment les PME et les TPE et tous leurs salariés, doivent faire l'objet de toute notre attention en cette période particulièrement difficile. Pour autant, il ne saurait être question d'aider des patrons voyous, et ça existe. Ceux qui profitent de votre ordonnance Covid du 20 mai, qui permet de reprendre sa propre société après l'avoir placée en liquidation ou en redressement judiciaire. Une reprise qui s'accompagne de suppressions massives d'emplois et de l'effacement des dettes. Mais comment est-ce possible? Grâce à vous, grâce au tour de passe-passe de cette ordonnance pensée sans aucun garde-fou. Un permis officiel de licencier sans aucune entrave, en somme. L'actualité des derniers mois a pointé ce scandale déjà avec Camaïeu et Alinéa. Pour ces dirigeants sans vergogne et peu scrupuleux, l'effet d'aubaine était trop tentant. Le risque minimal et le bénéfice maximal. Un véritable scandale qui continue avec Inteva. Les dirigeants de ce groupe américain ont saisi cette opportunité qu'ils n'imaginaient même pas dans leurs rêves capitalistes les plus fous.
Il pourrait ainsi, si leur offre était retenue par le tribunal de commerce ce vendredi, se débarrasser de 169 millions d'euros de dettes, chiffre avancé par mon collègue Alain Tourret dans le courrier qu'il vous a adressé, et mettre au chômage plus de 300 salariés, avec en particulier la fermeture du site de Saint-Dié. Le site Inteva d'Esson dans le Calvados ne serait pas à ce stade menacé par l'offre d'Inteva, mais pour combien de temps? Monsieur le ministre, nous le savons, la crise va durer. L'attraction exercée par cette ordonnance ne va donc pas s'éteindre. Au contraire, on peut craindre qu'elle s'accroisse et soit de plus en plus utilisée. Quand et comment pensez-vous mettre fin à ce dispositif malsain?